Bonsoir les amis, les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va, je vais aller, merci. En tout cas, je pense bien à vous, malgré toujours cette pandémie, qui j'espère, avec le vaccin qui est sorti, va gentiment s'estomper. En tout cas, c'est ce que tout le monde recherche. Voilà. Donc, comme vous le savez, ce soir, le sujet est sur la guerre du Vietnam. Il aurait dû être la semaine passée, mais comme j'ai voulu changer avec les 6 types de fractures différentes possibles que nous pouvons avoir au corps humain, j'ai un petit peu décalé le planning de mes vidéos, mais c'est pas grave du tout. Donc, comme la guerre du Vietnam est quand même un sujet long, sceptique, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, je peux pas couper trop de choses, je peux pas couper trop d'événements. Bon, certes, il y a quelques petites choses qui ne seront pas énumérées. Mais par contre, elle sera faite en 2 parties. Parce que là, une seule partie, ça sera beaucoup trop long. Et de nouveau, manque de place. Malgré que, voilà, j'ai fait le nécessaire pour qu'il y ait assez de place. Donc ce soir, c'est la partie 1 sur la guerre du Vietnam. Et comme j'ai décidé dorénavant dans mes vidéos, je vous fais défiler quelques petites photos. Bon, là, en l'occurrence, comme c'est une guerre, des images pas très glamour, et il y aura quelques photos, pas énormes, et j'ai regroupé sur une feuille, j'ai regroupé 2 photos, pas forcément sur toutes les feuilles, mais voilà. Donc, les photos seront diffusées à la fin de mon thème de la partie 1 et à la fin de mon thème de la partie 2, donc de la partie finale de la guerre du Vietnam. Quant à mon bras, il va mieux. Oh, il me fait encore mal. Enfin, ça a l'air de rien, mais ça a bien été ouvert. J'en avais eu aussi une autre fracture. Mais une fracture non déplacée. Mais je me remets aussi bien de mon côté, donc je suis contente. Voilà. Donc moi, je vous dis toujours bonsoir parce que je fais mes vidéos le soir, mais pour vous, peut-être c'est la journée. Donc bonjour, bon appétit, bon après-midi, bonne fin de journée, bonne soirée. Voilà, enfin c'est égal, quoi. Donc si vous êtes d'accord, on va directement s'y mettre. Et puis on va passer au sujet qui est prévu ce soir. Voilà. Alors, la guerre du Vietnam. Donc, juste pour entrer dans le sujet, je vais vous montrer une photo, exceptionnellement. Pour entrer dans le sujet, il faut quand même qu'une photo soit montrée, quoi. C'est normal. Voilà. Alors, la guerre du Vietnam présente ceci. Des images réelles prises lors de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, j'ai noté à montrer à la partie 1. Allez, c'était terrible, hein, quand même. Terrible. Hein. On est bien quand même chez nous, en Europe. Hein. On n'a pas vécu tout ça. Hein. C'est là qu'on se dit qu'on est quand même bien chez nous. Hein. Voilà. La première photo a été montrée, je m'ai vue pour m'y retrouver. Et puis, comme vous le savez, je bois toujours un coup en faisant mes vidéos. Bon, en l'occurrence, là, j'ai pas soif. Ça va devenir plus tard, tout en cours de route de ma vidéo.
de ma vidéo partie 1. Là, c'est vraiment voulu que ça soit fait en 2 parties. Voilà. Donc, la guerre du Vietnam. Alors, en tout cas, moi, je peux vous dire, c'est toujours plus intéressant d'aller chercher sur Internet et d'écouter et de voir quelqu'un parler ou de montrer des images plutôt que de lire. Après, il y en a des qui adorent lire et qui regardent. Bon, moi, j'adore aussi lire, j'aime les deux. Mais c'est fascinant pour les personnes de regarder sur YouTube le sujet concerné dont les gens entendent depuis un bon bout de temps, qui a été très promis. Le sujet a été promis, quoi. Voilà. Donc, je commence. Donc, la guerre du Vietnam, civile, 1 à 2 millions de morts. C'est une genre de bataille de guerre froide. La guerre du Vietnam, également deuxième guerre d'Indochine, guerre civile vietnamienne, est une guerre qui se déroule au Vietnam et oppose de 1955 à 1975, d'une part, la République démocratique du Vietnam, au Nord-Vietnam, avec son armée populaire vietnamienne, soutenue matériellement par le bloc de l'Est et la Chine, alliée au Front national de la libération. Désolé, il faut quand même que je tourne les pages. La libération du sud du Vietnam, dit Viet Cong, mot péjoratif, et d'autre part par la République du Vietnam ou Sud-Vietnam, militairement soutenue par l'armée des États-Unis, appuyée par plusieurs alliés, Australie, Corée du Sud, Thaïlande, Philippines. La guerre américaine d'Indochine ne fut jamais déclarée. Aussi, l'année exacte de son commencement fait débat. On a pris l'habitude d'en attribuer la paternité au président John F. Kennedy, qui, à partir de 1961, y envoya plus de 15 000 conseillers militaires. En 1998, le gouvernement fédéral des États-Unis détermine que les militaires américains tombés après le 1er novembre 1955, date de la création du premier groupe de conseillers militaires américains au Sud-Vietnam, plongés dans une situation insurrectionnelle à la suite de la guerre d'Indochine, peuvent être considérés comme morts durant la guerre du Vietnam. Ce n'est cependant qu'à partir de 1965 que les États-Unis interviennent massivement au Vietnam après la résolution du golfe du Tonkin d'août 1964. La politique de contre-insurrection des États-Unis, accompagnée de bombardements massifs, notamment l'opération Rolling Thunder contre le territoire nord-vietnamien, échoue cependant à faire cesser
la guérilla au sud. L'offensive du Tet de 1968 confirme l'enlisement militaire du conflit vietnamien. Les opérations américaines contribuent au contraire à étendre les hostilités aux pays voisins. La guerre civile laotienne et la guerre civile cambodgienne deviennent des conflits annexes à la guerre du Vietnam. Le conflit étant dans l'impasse et de plus en plus impopulaire dans l'opinion publique américaine, les accords de paix de Paris décident en 1973 du retrait militaire américain. En 1975, le Nord-Vietnam réalise une offensive contre le Sud-Vietnam et remporte la victoire. Chute de Saigon. Le pays officiellement réunifié, l'année suivante devient la République socialiste du Vietnam. En même temps que le Vietnam, le Cambodge et le Laos deviennent aussi des pays communistes. Présentation générale. À la suite de la guerre d'Indochine et de l'échec de la France pour se maintenir en Indochine à la suite de la victoire du Viet Minh à la bataille de Dien Bien, pour le 7 1954, les accords de Genève divisèrent le pays en deux par une zone démilitarisée au niveau du 17e parallèle. Les deux parties du Vietnam connurent alors la mise en place de gouvernements idéologiquement opposés. 1. Au nord démocratique du Vietnam, RDVN, abréviation, régime communiste fondé par Ho Chi Minh en septembre 1945. 2. Au sud, la République du Vietnam, RVN, régime nationaliste soutenu par les Américains et proclamé par Ngo Dinh Diem en août 1955, à la suite d'un coup d'État contre Bao Dai déguisé en référendum. Ngo Dinh Diem et son gouvernement refusèrent de tenir le référendum prévu au plus tard à l'été 1956 par les accords de Genève de 1954. De son côté, la République démocratique du Vietnam reprit les manœuvres contre le régime sud-vietnamien en annonçant son souhait de réunifier tout le pays sous son régime. Sa stratégie consista à s'appuyer sur le Front national de libération du Sud-Vietnam, FNL, également appelé Viet Cong, en réactivant la guérilla au sud par des ex-éléments du Viet Minh dès 1957, puis dès 1958 a effectué des infiltrations de cadres communistes et de manière grâce à la réutilisation de la piste Ho Chi Minh.
Dès le début du conflit, la RDVN fut soutenue par des aides logistiques sino-soviétiques. Alors, de son côté, la RVN fut progressivement co-administrée par un interventionnisme américain croissant au fil des années. Point final. Les États-Unis inscrivirent ce conflit dans une logique de guerre froide en s'approchant sur une stratégie anticommuniste. L'expansion du communisme devait être stoppée conformément à la doctrine américaine de l'endiguement afin d'empêcher un effet domino en Asie du Sud-Est. L'autoritarisme croissant de Diem et la répression de l'ensemble des opposants s'avèrent cependant inefficaces pour contenir l'insurrection et ne firent au contraire que l'entretenir. En 1963, le président sud-vietnamien est renversé et tué au cours d'un coup d'État militaire approuvé par les Américains. Mais le nouveau régime, dénué de stabilité politique comme de réel soutien populaire, s'avère tout aussi inefficace que Diem face aux insurgés, ce qui décide les États-Unis jusqu'à la présent par le biais de conseillers militaires à renforcer leur engagement en 1964. Aussi, en 1964, les incidents du golfe du Tonkin, dont l'importance est délibérément gonflée par le gouvernement américain, permettent au président Lyndon Johnson de faire adopter une résolution du Congrès qui lui laisse les mains libres pour intervenir au Vietnam. À partir de 1965, des troupes américaines sont massivement déployées au sol. La stratégie américaine, qui influe également sur les situations au Laos et au Cambodge, s'avère cependant incapable de réduire l'insurrection du FNL. Les 3 pays de l'ex-Indochine française sont massivement bombardés, mais les frappes américaines, notamment l'opération Rolling Thunder, qui vise directement le territoire du Nord-Vietnam, échoue à interrompre la piste Ho Chi Minh par le biais de laquelle le Nord-Vietnam ravitaille les combattants communistes du Sud. Après 8 ans de combats intensifs et un lourd bilan humain et matériel, l'intervention directe et massive des États-Unis prit fin avec la signature des accords de paix de Paris en 1973. Les combats entre forces vietnamiennes s'achèvèrent avec la chute de Saigon, capitale de la RVN, le 30 avril 1975. Après la victoire de la RDVN, les 2 Vietnams furent réunifiés pour former l'actuelle République socialiste du Vietnam et la capitale fut basée à Hanoï, jusqu'alors capitale de la RDVN. Le Parti communiste vietnamien devient parti unique.
Donc toutes les abréviations que je vous dis, je vous les ai dit précédemment, donc je ne vais pas les répéter à chaque fois. Hein. Voilà. Côté américain, cette guerre marqua toute une génération et dégrada considérablement l'image du pays. Considérée comme la première défaite militaire de l'histoire des États-Unis. Cette guerre impliqua plus de 3 millions de jeunes américains envoyés au front entre 1965 et 1972. Parmi les cinéastes influençant cette image figurent entre autres Stanley Kubrick, Michael Cimino, Francis Ford, Coppola et Oliver Stone, vétérans du Vietnam au sein de la 25e division d'infanterie qui réalisera une trilogie sur ce conflit avec les films Platoon, né un 4 juillet, et Entre ciel et terre. Avec plus de 400 films sur la guerre du Vietnam et ses conséquences, ce conflit a été l'un des sujets de prédilection des cinéastes hollywoodiens. Origine du conflit, l'après-guerre d'Indochine. La guerre du Vietnam, La guerre du Vietnam trouve son origine notamment dans la guerre d'Indochine 1946-1954, conflit qui opposa la France à la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, fondée et dirigée par le leader révolutionnaire Ho Chi Minh. Dès 1948, le département d'État américain commença à déplorer son incapacité à offrir la moindre solution praticable au problème de l'Indochine, étant donné le fait désagréable que le communiste Ho Chi Minh est le personnage le plus fort et peut-être le plus compétent qui soit en Indochine, et que toute solution proposée dont il sera exclu ne serait qu'un expédient à l'issue incertaine. Après l'occupation par les troupes japonaises durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en août 1945, les guérilleros du Vietnam, profitant du vide créé par la capitulation du Japon, s'emparèrent de la capitale Hanoï. L'empereur Bao Dai, replacé sur le trône par les Japonais, abdiqua pour devenir conseiller suprême du premier gouvernement de la Nouvelle République démocratique du Vietnam, RDVN, dont l'indépendance fut déclarée à Hanoï le 2 septembre 1945. En 1945, la reconquête de l'Indochine par la France, puis l'échec des gouvernements vietnamiens et français à s'accorder sur un modus vivendi, conduisirent en décembre 1946 à la première guerre d'Indochine. Le conflit décisif eut lieu au printemps 1954 avec la bataille de Dien Bien Phu. Après un siège de 55 jours, les Français capitulèrent le 7 mai 1954. Entre-temps, lors d'une réunion des 4 grands à Berlin en février 1954, il avait été décidé d'organiser une conférence à Genève à partir du 26 avril où l'on traiterait de la Corée et de l'Indochine. Les délégués de la RDVN
et de l'État du Vietnam y rencontrèrent les délégations de la France, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique, des États-Unis, de la République populaire de Chine et des deux États voisins, le Royaume du Laos et le Royaume du Cambodge, afin de discuter du futur de toutes les anciennes possessions françaises en Indochine. La conférence de Genève prit fin le 21 juillet 1954 par un accord signé entre Pierre Mendès, France, et Pham Van Dong, respectivement au nom de la France et du Vietnam. Avec cet accord était également signée une déclaration commune par les 9 participants, sauf par les États-Unis et par l'État du Vietnam. L'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam était reconnue. Ce dernier étant partagé en 2 zones de regroupement militaire des forces armées françaises et vietnamiennes de part et d'autre du 17e parallèle. La réunification du pays pourrait intervenir après les élections générales qui devaient être organisées dans un délai de 2 ans, 1956, et la constitution d'un gouvernement. Dès 1955, un nouveau mouvement se développait, le Front national de libération du Sud-Vietnam, comptant un certain nombre d'anciens cadres Viet Minh. Celui-ci s'opposa au régime de la République du Vietnam et affronta les États-Unis lors de l'intervention américaine. Alors, comment commencer un nouveau chapitre, je me permets d'aller juste fermer ma fenêtre, j'ai un petit peu froid, et de boire un coup. Voilà. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est un sujet intéressant, mais quand même compliqué. Hein. Il faut bien s'appliquer pour comprendre exactement les détails de la guerre du Vietnam, quoi, ce qui est un petit peu logique, quoi. Voilà. Parce que je vous cache pas que même moi, pour moi, c'est difficile. Contexte médiatique de l'entrée en guerre des États-Unis. Aux États-Unis. Dès le 25 mars 1954, certains hauts placés de l'armée américaine voyaient la possibilité d'intervenir dans l'actuel Vietnam en utilisant des bombardiers afin de venir en aide aux Français pris dans la bataille de Dien Bien Phu. Cependant, plusieurs politiciens, comme le président Eisenhower, rejetèrent cette idée puisque l'opinion publique était réfractaire à une autre intervention armée en Asie à la suite de la récente guerre de Corée. Tout de même, pour voir comment les pays de la récente guerre de Corée à la récente guerre de Corée, pardon. Vous voyez, comme je connais pas le sujet par cœur, je peux pas savoir quand c'est que ça s'arrête parce que je lis un thème et que je ne sais pas par cœur non plus. Donc, ne m'en voulez pas, hein, mais je me reprends. Hein, si je fais un point, une virgule, je me reprends.
tout de même pour voir comment les pays de la récente guerre de Corée, tout de même pour voir comment les pays étrangers, le Congrès, la population et les médias pourraient réagir à une possible intervention en Indochine. Le vice-président Nixon a annoncé publiquement que les États-Unis pourraient intervenir. Je fais juste une petite parenthèse, que c'est à force de faire beaucoup de sujets que ces genres de fautes de points ou de virgules n'arriveront plus, bien sûr. Voilà, je voulais juste vous dire ça, mes amis, mes abonnés. Cette bataille s'est soldée par une fin atroce du côté français. Elle a eu de grandes répercussions médiatiques négatives dans toute la France. Cette situation, très peu reluisante pour l'Hexagone, a rebuté son allié, les États-Unis, à entreprendre une intervention militaire au Vietnam. La population américaine étant déjà réfractaire à ce type d'action en Asie. Toutefois, certains hauts responsables américains voulaient se préparer à la guerre. Durant les accords de Genève, qui séparera le Vietnam en deux, le secrétaire d'État des États-Unis, John Foster Dulles, voulait préparer psychologiquement les Américains à intervenir au Vietnam d'ici 2 ans. Ainsi, plutôt qu'une intervention directe politiquement mauvaise, les États-Unis, sous Eisenhower, ont plutôt offert un soutien financier et matériel au Vietnam du Sud. Il y aura eu au maximum, sous sa présidente, 800 conseillers militaires. Avant l'intervention massive américaine, les présidents Eisenhower et Johnson à l'opinion publique. Bien qu'Eisenhower ait été opposé à une intervention américaine directe au Vietnam, et bien qu'il ait cru que le Laos était plus dans une situation sensible, le président a tout de même commencé à préparer et à justifier à la population américaine qu'une intervention en Asie du Sud-Est serait possible et souhaitable dans un avenir plus ou moins lointain. En 1954, il a été la première personne à faire référence publiquement à la théorie des dominos. À cette époque, cette théorie était mise à l'avant-plan afin de demander aussi le soutien de la France et de l'Angleterre afin de prévenir le développement du communisme en Asie du Sud-Est. Cette théorie sera par la suite utilisée par toutes les administrations américaines pour justifier les interventions armées au Vietnam. Selon cette idée politique rendue publique, l'Indochine, si elle tombait sous le Young communiste, créerait une réaction en chaîne où les pays de la région deviendraient eux aussi communistes. Cette théorie aura du succès et sera mise à l'avant pendant longtemps.
car elle a permis d'expliquer d'une manière simple la situation complexe de justifier une quelconque intervention en Asie du Sud-Est et la situation d'accroître pour la population américaine un sentiment de peur sur le développement du communisme. Il était en fait plus simple et justifiable c'est quand même intéressant, de persuader l'opinion publique qu'il fallait défendre la nation américaine plutôt que justifier une intervention dans une autre guerre civile. Sous la présidence de Kennedy, les effectifs sont passés de 800 conseillers militaires à environ 13 000. Dans un but de ne pas se faire traiter de faible par la population, les médias et l'opposition républicaine, il a fait augmenter l'effort de guerre au Vietnam. Dès le début de son mandat, Kennedy a entrepris un discours public hostile envers le communisme en comparaison avec son prédécesseur. Par exemple, dans son discours de nouveau président, il se fera un grand défenseur de la liberté et menaça les pays empêchant cette liberté dans le monde. Jusqu'à la fin de sa présidence, Kennedy sera tiraillé entre le retrait et l'accroissement de l'intervention américaine au Vietnam. Dans les débuts du successeur de Kennedy, le président Lyndon B. Johnson, il n'y a pas eu de différence entre les politiques menées concernant le Vietnam. Les sentiments forts des Américains contre le communisme ont empêché le président Johnson de ne pas pouvoir diminuer la participation des États-Unis au Vietnam. Ainsi, le risque que l'opinion publique le considère comme faible a permis le statu quo. De plus, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le statu quo, je vous laisse aller regarder sur Internet. Je peux pas non plus tout vous chercher, tout vous détailler, chaque petit détail, on finirait plus. Voilà. De plus, au fil de temps que s'enlise la situation, le président Johnson n'a jamais voulu paraître comme le premier président des États-Unis à perdre une guerre. Médias d'information et de divertissement. Durant l'ère Eisenhower se développa un complexe militaro-industriel. Des films à gros budget se firent avec l'aide de l'armée. La mise en œuvre de ce financement eut une incidence particulière sur la diffusion de films de guerre dans les années 1960 et 1970. Pourtant, durant la guerre du Vietnam, particulièrement la première moitié des années 1960, il y a eu peu de films de guerre concernant la guerre du Vietnam. La plupart de ces films concernaient la Seconde Guerre mondiale, qui était considérée par la société américaine comme la guerre juste. Il y a eu d'autres raisons qui expliquent le peu de production de films concernant la guerre du Vietnam au moment même où celle-ci se déroule. Les studios de cinéma avaient comme principal but
de faire le maximum de profit et donc d'inciter le plus de gens possible à aller voir leurs films. La guerre du Vietnam ayant toujours été très controversée, les studios ne voulaient pas créer un débat idéologique dont le risque était de s'aliéner une partie du public et par conséquent de perdre de l'argent. Cependant, les films des années de 1960 restent tout de même très propagandistes en voulant créer un sentiment de peur chez l'auditoire concernant les communistes ou tout autre ennemi des États-Unis. De plus, au début des années 1960, pour le président Kennedy et l'espace public américain, la guerre du Vietnam n'était pas une priorité. C'était encore un événement de faible ampleur par rapport à d'autres enjeux comme les droits des Noirs aux États-Unis. La guerre du Vietnam a la particularité d'être la première guerre diffusée massivement à la télévision. Cet outil très démocratisé à son époque influençait grandement les perceptions et avait une grande force de persuasion sur la population. Au début des années 1960, alors que la guerre du Vietnam en était encore à ses débuts, la télévision américaine montrait peu de détails concernant la guerre. Elle ne dévoilait que des images sélectives et ne permettait pas à l'auditoire de comprendre réellement la complexité de la situation. Il fallut attendre la fin de la guerre pour que la télévision américaine commence à donner plus de liberté aux journalistes afin qu'ils ne diffusent pas seulement des messages et images positives de la guerre, selon les ordres de la Maison-Blanche. Escalade en France, 1955. Intervention des États-Unis dans le conflit vietnamien au sud. Le secrétaire de la Défense Robert McNamara et le général Westmoreland s'entretiennent en août 1965 du déroulement des opérations avec un officier de terrain, le général T, responsable de la province de Da Nang. Au sud, l'État du Vietnam, sous la pression américaine, la France nomma Ngo Dinh Diem comme chef de gouvernement en juillet 1954, sous la présidence de l'empereur Bao Dai. Mais le premier ministère Ngo Dinh Diem et ses alliés américains ignorèrent les accords de Genève de 1954 qui, après la guerre française en Indochine, imposaient pour juillet 1956 des élections libres dans l'ensemble de la péninsule vietnamienne qui ne devaient être que temporairement divisées en deux car ils craignaient une victoire des communistes, le Nord étant plus peuplé et ne garantissant pas, selon eux, des élections justes. De fait, dès août 1955, Ngo Dinh Diem déclara que son pays ne se considérait
lié en aucune façon par les accords de Genève, dont il n'avait pas été signataire. Les États-Unis signalèrent également ne pas avoir été signataires des accords, ne reconnaissant pas par ailleurs la RDVN. Après des élections largement truquées, Ngo Diem devint président du Sud-Vietnam, la République du Vietnam, RVN, le 24 octobre 1955 et fut salué par le gouvernement américain comme un nouveau héros du monde libre avec un régime nationaliste et anticommuniste. Sa victoire fut vécue comme une défaite par l'ancien pouvoir colonial français qui considérait ces élections comme non démocratiques et dans laquelle il voyait un complot des États-Unis pour rendre impossible la réunification du Vietnam, ce qui n'empêcha pas la France de reconnaître le régime sud-vietnamien peu après. Eisenhower admit plus tard que ces élections avaient eu lieu. 80% des Vietnamiens auraient voté pour Ho Chi Minh et sa nouvelle société socialiste. Durant cette même année, les États-Unis mirent en place une mission militaire à Saigon chargée d'assumer complètement l'organisation et l'entraînement de l'armée de la RVN. Dès la fin de 1955, face à un pouvoir de plus en plus despotique, d'anciens éléments du Viet Minh reprirent le maquis dans le sud et des troubles armés se déclenchèrent au centre Vietnam de la province de Quang Nguyen en 1957. En effet, d'après John Paul Van, administrateur de la pacification américaine et spécialiste reconnu du Vietnam, il n'existe à l'heure actuelle aucune base politique populaire pour le gouvernement du Sud-Vietnam. Le gouvernement actuel est exclusivement orienté vers l'exploitation du monde rural et des classes les plus basses des populations urbaines. Il s'agit en fait d'une continuation du système français de gouvernement colonial avec une bourgeoisie vietnamienne en lieu et place des Français. Le mécontentement des populations rurales s'exprime largement dans le ralliement au FNL. Début 1958, les formations de maquisards s'emparèrent d'un millier d'armes dans la région de Tay Ninh, ce qui permit d'équiper les premières unités. Ces actions étaient appuyées par la RDVN qui infiltrait au sud des cadres communistes et livrait du matériel par la piste Ho Chi Minh. En 1959, 15 nouvelles missions militaires furent mises en place et dans le même temps, on construisait 46 bases aériennes et 11 bases navales. Alors que l'opposition au régime grandissait, une première tentative du coup d'État menée par l'armée échoua en décembre 1959. David Otham,
correspondant au Vietnam pour le London Times et The Economist, écrivit en 1959 que le régime de Diem imposé par les États-Unis a écrasé toute forme d'opposition, fût-elle anticommuniste. S'il a été capable de le faire, c'est simplement et uniquement à cause de l'aide massive en dollars qu'il recevait d'outre-Pacifique, ce qui a maintenu au pouvoir un homme qui, en vertu de toutes les lois qui régissaient les affaires humaines et politiques, serait tombé depuis très longtemps. Les principaux supporters de Diem se trouvaient en Amérique du Nord, non au Vietnam libre. Pour le général américain Maxwell Davenport Taylor, il était en effet nécessaire d'établir un gouvernement donnant raisonnablement satisfaction, quitte à la remplacer par une dictature militaire. En 1960, le nombre de bases américaines s'élevait à 57 et plus de 2000 opérations de ratissage étaient effectuées par les troupes de Diem, conduites par des officiers américains. En réaction, des attentats ou menaces d'attentats s'ensuivirent contre les intérêts américains du Sud-Vietnam, juin 1955, octobre 1957, juin 1958, juillet 1959, novembre 1960. Le 20 décembre 1960 était créé au Sud le Front national de libération du Sud-Vietnam, FNL. Le gouvernement Eisenhower quitta le pouvoir sans avoir apparemment jamais compris jusqu'à quel point l'Amérique s'était liée à la survie du Sud-Vietnam. Le 20 janvier 1961, le président Kennedy débuta son mandat et confirma l'interventionnisme américain en portant à 15 000 hommes l'effectif des conseillers militaires. Il s'agissait d'un terme diplomate pour désigner des soldats qui encadraient l'armée de Diem. Cette armée passait dans le même temps de 170 000 à 270 000 hommes. 2 escadrilles de B-26 et 2 compagnies d'hélicoptères furent envoyées au sud. En novembre, Kennedy signe le National Security Action Memorandum 115, autorisant l'utilisation de défoliants. Il autorisait également, selon Richard Reeves et Noam Chomsky, le recours au napalm pour détruire les récoltes et le couvert végétal. Seymour Hersh ajoute qu'il permit d'étendre son emploi à l'encontre de cibles civiles. Il lança également des programmes de transfert de population dans ces hameaux stratégiques, à savoir, selon Chomsky, des camps de concentration ou des bidonvilles. Le 4 janvier 1962 était signé entre les États-Unis et le gouvernement de Ngo Dinh Diem
des accords dont les principaux points portaient sur la pacification, la démocratisation et la libéralisation. En février, un accord fut conclu entre la RDVN et le Pathet-Lao au Laos pour maintenir la piste Ho Chi Minh ouverte. Le même mois fut également créé un commandement militaire américain à Saigon, le Military Assistance Command, Vietnam, MACV, sous les ordres du général Paul Harkins. Malgré cette escalade militaire et son intensité opérationnelle, 27 000 ratissages et 60 000 sorties aériennes, en 1962, l'activité du FNL ne faiblit pas. En janvier 1963, la bataille d'Apé-Bac, engagement militaire relativement mineur entre le FNL et armée de la RVN, entre parenthèses ARVN, voyait les premières pertes américaines parmi les conseillers qui encadraient la RVN. En juin 1963, un moine bouddhiste s'immola par le feu sur une place de Saigon. D'autres moines suivirent son exemple pour faire connaître leur opposition au régime de Diem. C'était l'horreur, quand même. La répression de la police se solda par 30 moines blessés, l'arrestation de 1400 personnes, des pagodes et des temples détruits. La police tira sur la foule alors que 10 000 personnes manifestaient à huer contre le régime de Diem. En novembre, on comptait 16 000 conseillers militaires. Le 1er novembre, Ngo Dinh Diem, dictateur impopulaire, subit un coup d'État militaire autorisé par les Américains. Il fut tué le 2 novembre avec son frère Ngo Dinh Nu et une junte militaire fut mise en place avec à sa tête le général Durong Van Minh. Le président Kennedy, désirant inaugurer la détente avec Moscou, ordonna le retrait de 1000 conseillers américains avant Noël 1963. Mais il n'y eut jamais de volonté de retirer tous les soldats américains du Vietnam. L'historien John Prados souligne que Kennedy avait affirmé dans 2 émissions télévisées de septembre 1963, une sur CBS, l'autre sur NBC, que ce serait une erreur de partir du Vietnam. De même, c'est bien sous la présidence de Kennedy que les forces américaines au sud Vietnam sont passées de 1200 soldats au début de 1962 à 15 400 au milieu de l'année 1963. Tous les plans de retrait des troupes du Sud-Vietnam étaient sous-tendus par la fin de la guérilla menée par le Front national de libération du Sud-Vietnam. Juste un petit coin. Désolée si je me gratte un peu le nez comme ça. J'ai des allergies un peu au pollen, ça commence. Et puis, surtout ici en Suisse. Et
nez, ça me pique juste. Pas dans le nez, mais sur le bord du nez. Voilà, désolé. Mais c'est rien. 1964. Les États-Unis s'engagent dans la guerre au nord. Le nouveau président américain Lyndon B. Johnson annula le retrait partiel des troupes, augmenta le contingent et demanda l'aide de plusieurs alliés des États-Unis, notamment la Corée du Sud et l'Australie. Cette implication croissante était motivée par la peur des menaces de l'élargissement du communisme. Le 30 janvier 1964, un nouveau coup d'État eut lieu au sud. Minh restait le chef officiel, mais le pouvoir réel passa aux mains du général Nguyen Khanh. Durant le reste de l'année 1964, 5 autres coups d'État ou tentatives se déroulèrent au sud et 7 gouvernements s'y succédèrent. En mai commencèrent les raids américains sur le Laos pour tenter de couper la piste Ho Chi Minh. À la suite des incidents du golfe du Tonkin, les 2 et 3 août, le Congrès au président Lyndon B. Johnson la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires pour faire échec au communisme. En représailles, le président Johnson fit bombarder les installations côtières du Nord. Le 31 octobre, au moment où les Américains se rendaient aux urnes pour l'élection présidentielle, 4 Américains furent tués à Bien Hoa, près de Saigon. Le 24 décembre, une bombe explosa à l'hôtel Brink de Saigon, où étaient hébergés des officiers américains célibataires. 2 personnes furent tuées et plus d'une centaine blessées. En parallèle, les États-Unis intervinrent dans la guerre civile laotienne. 1965. Les États-Unis s'engagent dans la guerre terrestre au sud. Le 7 février 1965, 300 insurgés du Front national de libération du Sud-Vietnam attaquèrent le camp Holloway à Pleiku, tuant 8 Américains. Le 10 février, le FNL attaqua Qui Non et provoqua la mort de 21 Américains. 2 bataillons de missiles sol-air AFC furent installés sur la base de Da Nang, très proche de la frontière de la RDVN. Lyndon B. Johnson franchit une nouvelle étape le 13 du même mois en ordonnant des raids aériens plus étendus sur le nord, Operating Rolling Thunder. En raison de mauvaises conditions météorologiques, les raids aériens ne commencèrent que le 2 mars. Cette opération dura 38 mois et déversa 1,5 million de tonnes de bombes. Le 7 mars, Johnson ordonna le déploiement terrestre d'une brigade de 3500 marines en vue de protéger la base de Da Nang. Celle-ci débarqua le lendemain. Le 9 mars, Johnson autorisa l'usage du napalm. En avril 1965, la RDVN
décréta la mobilisation générale et décida de faire intervenir des unités régulières de l'armée populaire vietnamienne au sud. Simultanément, le Pentagone et le président Johnson prirent la décision d'engager les États-Unis dans la bataille terrestre au sud, avec pour ordre une mission offensive de recherche et destruction, afin d'écraser le rébellion. De vastes régions du Sud-Vietnam furent déclarées Free Fire Zone, c'est-à-dire que tous ceux qui y demeuraient étaient considérés comme des ennemis. Les bombardements étaient permanents. Les villes soupçonnées d'accueillir des insurgés du FNL étaient la cible de l'opération recherche et destruction. Tout homme en âge de porter une arme était exécuté. En juin, le général Nguyen Van Thuan, je suis désolé pour les noms asiatiques, c'est pas évident, fut nommé chef de l'État par un comité militaire avec le général Nguyen Cao Ky comme premier ministre. En juillet, le président Johnson annonça que les forces américaines seraient portées à 125 000 hommes. Le plus important, c'est pas vraiment les noms. Bon, vous pouvez les déchiffrer. Quand je vous l'ai dit, vous pouvez les déchiffrer. Sûrement, bien d'autres personnes comprennent mieux la façon de lire l'asiatique. Mais moi, le plus important, c'est de lire mon sujet, mon exposé, voilà. En octobre se déroula le premier combat terrestre entre Américains et soldats réguliers du Nord à Plaine sur les plateaux du centre Annan, culminant au cours de la bataille de la vallée de la Drang. En décembre 1965, les effectifs américains étaient de 185 000 hommes. En mai 1966, une rébellion militaire pro-bouddhiste éclata à Da Nang. En décembre, les effectifs américains s'élevaient à 390 000 hommes. S'y ajoutaient 8 000 Sud-Coréens et 4 000 Australiens. Pendant toute l'année 1966, les bombardements se poursuivirent sur le Vietnam du Nord. En janvier 1967, eurent lieu les premiers engagements américains dans le triangle de fer, au nord-ouest de Saigon, où étaient infiltrés de nombreux éléments du FNL dans les tunnels de Chu Chi notamment. Pendant toute l'année 1967, les bombardements se poursuivirent sur le Vietnam du Nord. Les effectifs américains stationnés au sud atteignirent 510 000 hommes, auxquels s'ajoutaient 40 000 hommes de l'USAF basés en Thaïlande et 30 000 autres appartenant aux formations de la 7e flotte américaine. L'armée de la République du Vietnam, ARVN, était composée de 700 000 hommes. Enfin, s'ajoutaient 48 000 Sud-Coréens, 10 000 Thaïlandais et 4 000 Australiens payés sur le budget américain. Si un grand contingent américain est déployé dans ce pays, seuls 10 à 25% des troupes engagées ont réellement combattu. Au plus fort de la guerre, au début de 1968, 40 000 des 525 000 soldats présents au Sud-Vietnam
sont des fantassins, soit 7,6%. En 1972, la proportion tombe à 2400 combattants réels sur 49 000, soit 4,8%. En janvier 1968, commença l'offensive du Tet. Cette année-là, les pertes des soldats américains, telles que rapportées chaque jeudi par les télévisions américaines aux informations du soir, étaient supérieures à 100 par semaine. C'est énormissime. Le 7 juillet, les forces américaines évacuèrent la base de Khe Sanh après l'avoir pourtant renforcée et défendue bec et ongle de janvier à avril contre un véritable siège par 3 divisions de l'armée nord-vietnamienne. Ce siège révéla être par la suite une manœuvre de diversion des Nord-Vietnamiens destinée à attirer le plus de forces américaines possible dans cette région montagneuse éloignée des centres de population côtiers avant de déclencher l'offensive du Tet sur les principaux centres urbains du Sud-Vietnam. Offensive du Tet, Nouvel An asiatique de 1968 et désillusion de la population américaine. La foi du public américain en la lumière au bout du tunnel fut balayée le 30 janvier 1968 quand l'ennemi, supposé être sur le point de s'effondrer, lança l'offensive du Tet. Vo Nguyen Gun Giap, conduisant les opérations, mobilisa la quasi-totalité de ses effectifs dans la bataille. Du point de vue militaire, cette offensive, la première guerre ouverte à grande échelle des communistes, fut un échec. Face à la puissance de feu américaine, ils furent massacrés et il leur fallut 2 ans pour reconstituer leurs forces. Les effectifs du FNL ne retrouvèrent leur niveau d'avant l'offensive que dans le courant de l'année 1970, grâce au renfort d'unités régulières du Nord, et il ne joua plus de rôle déterminant dans le conflit. Du point de vue politique, ce fut une victoire. Les faubourgs de Saigon et la citadelle de Hue furent occupés pendant plus d'1 mois. À Hue, le FNL aurait massacré environ 3000 intellectuels, commerçants et personnes liées au régime sud-vietnamien. Si au Vietnam, le soulèvement populaire fut, au cas des effets escomptés, le résultat psychologique fut rude pour l'administration de la RVN et le prestige américain. Oh, ça que oui alors. Aux États-Unis, on prit conscience de la force des communistes du Sud. Une grande majorité d'Américains eut le sentiment d'avoir été trompés et la victoire semblait désormais impossible. Le 29 février 1968,
le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, démissionna. En Amérique du Nord, le faible mouvement d'opposition à la guerre qui avait commencé dans certaines parties des États-Unis s'intensifia dès 1964, spécialement sur quelques campus universitaires où se développa l'activisme des étudiants de gauche. La Seconde Guerre mondiale s'était terminée en 1945 et la guerre de Corée en 1953. Ainsi, la plupart des baby-boomers, sinon tous, n'avaient jamais été exposés à la guerre. De plus, la guerre du Vietnam reçut une couverture médiatique d'une intensité sans précédent. Elle fut appelée la première guerre télévisée, ainsi qu'une opposition aussi bruyante de la part de la nouvelle gauche. Certains Américains s'opposèrent à la guerre sur des bases morales, la voyant comme une guerre destructrice, attentant à l'indépendance du Vietnam ou comme une intervention dans une guerre civile étrangère. D'autres s'y opposèrent en raison de l'absence d'objets clairs et parce qu'elles apparaissaient alors comme vouées à l'échec. Certains activistes étaient eux-mêmes des vétérans du Vietnam, comme en témoigne l'Organisation des vétérans du Vietnam contre la guerre. L'offensive du Tet releva en partie de la guerre psychologique. Son but n'était pas seulement la conquête territoriale, mais l'amplification de l'opposition à la guerre aux États-Unis même. Concrètement aussi, le président John dut s'engager le 31 mars à un arrêt progressif des bombardements sur la RDF. Fin février 1968, Jacques Amalric, correspondant du Monde aux États-Unis, faisait état des premiers doutes apparus dans le pays sur la légitimité du tout premier bombardement aérien d'août 1964, consécutif aux incidents du golfe du Tonkin. Intervention chinoise et soviétique. La RDVN réussit pendant la guerre à garder une certaine neutralité dans le conflit sino-soviétique, de manière à recevoir des armes et des munitions du RSS, des pays du pacte de Varsovie, comme de Chine. Et l'armement soviétique transitait parfois par le territoire chinois. Le porte-parole du ministère de la République populaire de Chine des Affaires étrangères confirma en 1996 que sur demande du gouvernement nord-vietnamien, la Chine avait été envoyée entre août 1965 et août 1973 environ 320 000 soldats de l'armée populaire de libération pour aider la RDVN dans les tâches de défense aérienne, de génie militaire et de logistique. Il confirma également que plus de 1400 soldats chinois avaient été tués et 4200 grièvement blessés. Les premières unités chinoises présentes sur le sol vietnamien étaient composées de 2 divisions d'artillerie antiaérienne
et d'un régiment indépendant. Les rotations des troupes s'ensuivirent et elles étaient assignées à la défense des secteurs stratégiques. La marine chinoise était également présente. Les dragueurs de mines nettoyèrent une surface de 201 km². En outre, la Chine fournit 20 milliards de dollars d'aide militaire et financière au gouvernement de la RDVN. Le 25 novembre 1965, un traité secret sino-cambodgien fut signé. La Chine populaire faisait transiter par le Cambodge les armes pour le FNL. Début octobre 1966, l'URSS annonça une augmentation substantielle de son aide à la RDVN dans la formation du personnel et l'équipement militaire soviétique. Selon des dossiers partiellement déclassifiés, 6359 officiers de l'armée soviétique, envoyés comme conseillers militaires, prirent part aux opérations de combat, principalement dans la défense antiaérienne. Pourtant, l'URSS maintenait une politique de coexistence pacifique avec les États-Unis et l'Europe occidentale qui facilita une rencontre au sommet Kosygin-Johnson en juin 1967 à Glasgow. Un traité de démilitarisation de l'espace fut signé dès janvier 1967. L'année suivante, en juillet 1968, un accord sur la non-prolifération des armes nucléaires fut également conclu. L'URSS avait réagi modérément lors du bombardement de février 1965. Une délégation soviétique conduite par Alexis Kosygin se trouvait à Hanoï au moment de l'attaque. Un communiqué commun soviéto-vietnamien de protestation et un engagement de l'URSS d'offrir à la RDV tous les moyens nécessaires pour sa défense s'ensuivirent. Moscou se garde de relever le gant. De son côté, la Maison-Blanche s'abstint d'écouter les conseils des faucons qui, à Washington et à Saigon, réclamaient un minage du port nord-vietnamien d'Haiphong. L'aide considérable multiforme des pays du pacte de Varsovie à la RDV n'était pas gratuite. De nombreux prêts lui étaient accordés. Mais en 1973, après la signature des accords de Paris, exception faite de la Roumanie, ils annulèrent tous la dette. Du fait, peut-être, que l'aide venait majoritairement des pays du pacte de Varsovie. À l'été 1968, Hanoï, contre l'avis de Pékin, approuva leur intervention militaire en Tchécoslovaquie.
Donc ça, ce sont des noms de pays pendant la guerre du Vietnam. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça, on est d'accord. Hein. Enlisement. Guerre au centre des élections américaines. En 1968, le président Johnson débuta sa campagne de réélection. Un membre de son propre parti, Eugene McCarthy, se présenta contre lui pour l'investiture sur une plateforme anti-guerre. McCarthy perdit les premières élections primaires dans le New Hampshire, mais il provoqua la surprise en réalisant un score élevé contre le sortant. Le coup porté à la campagne de Johnson, combiné à d'autres facteurs demeurèrent. J'ai lu juste, attendez. Le coup porté à la campagne de Johnson, combiné à d'autres facteurs, le menèrent à annoncer le retrait de sa candidature lors d'un discours télévisé surprise le 31 mars. Il y annonça conjointement le démarrage des pourparlers à Paris. Se saisissant de l'opportunité créée par l'abandon de Johnson, Robert Kennedy brigua alors l'investiture sur une plateforme anti-guerre. Le vice-président de Johnson, Hubert Humphrey, se porta également candidat, promettant de continuer d'aider le gouvernement du Vietnam Sud. Robert Kennedy fut assassiné durant l'été et McCarthy se montra incapable de contrer le soutien dont Humphrey jouissait dans l'élite du parti. Humphrey remporta l'investiture de son parti et se présenta contre Richard Nixon dans les élections générales. Pendant sa campagne, Nixon assura avoir un plan secret pour terminer la guerre du Vietnam. Nixon et son plan de désengagement progressif. Richard Nixon fut élu président et démarra son mandat en janvier 1969, lançant sa politique de lent désengagement de la guerre. Le but était d'aider la RVN à mettre progressivement en place sa propre armée afin qu'elle puisse se défendre par ses propres moyens. Cette politique devint la clé de voûte de la doctrine Nixon. Appliquée au Vietnam, la doctrine devint la vietnamisation déjà effectuée par les Français, qu'il appelait le jaunissement de la guerre. Dès 1949, avec la création d'un État vietnamien de Saigon et son armée nationale. Le but de la vietnamisation était de permettre à l'armée de la RVN de tenir de mieux en mieux contre le FNL et l'armée de la RDVN et surtout de ne plus faire subir autant de pertes à l'armée américaine. Cela devait aussi donner, selon le mot de Henry Kissinger, l'intervalle nécessaire au désengagement des troupes américaines. Les soldats de la RVN continuèrent à être formés par les Américains. Entre 1968 et 1975, 200 000 membres du FNL et soldats de la RDVN avaient fait défection.
En 1968, l'armée de la RVN comptait 900 000 hommes. Cambodge dans la guerre. Le FNL utilisait le territoire cambodgien comme base de repli ou bien pour acheminer du matériel. Par la piste Ho Chi Minh, le port de Kampong Som. Le prince Sihanouk laissant faire. En mars 1970, Sihanouk fut renversé par un coup de force du prince Sisovat Sirik Matak, vice-premier ministre, et du maréchal Léon Nol, premier ministre. Nixon ordonna le 29 avril 1970 une incursion militaire au Cambodge par des troupes américaines et sud-vietnamiennes afin de détruire les refuges du FNL bordant le Vietnam. Le 30 avril, il s'adressa aux Américains pour justifier l'initiative destinée essentiellement à protéger le processus de désengagement. Le nouveau gouvernement cambodgien, présidé par le général Lon Nol, savait très peu de choses de cette intervention surprise décidée par la Maison-Blanche en avril 1970. Celle-ci provoqua d'importantes manifestations à Washington et à l'université d'État de Kent, qui accrurent l'opposition de l'opinion publique américaine à la guerre. La déclassification de certains documents en 2009 montra toutefois que Nixon avait mis au courant John C. Stennis, sénateur démocrate qui était secrétaire du comité des forces armées du Sénat, de la préparation de l'intervention surprise. En octobre 1970, la monarchie cambodgienne fut officiellement abolie et remplacée par le régime pro-américain de la République Khmer. Entre 1965 et 1973, les B-52 américains larguèrent 2 756 941 tonnes de bombes avec une intensification dans les 6 derniers mois. Le Cambodge fut le pays le plus bombardé de l'histoire, selon l'historien Ben Kiernan. Les bombardements restèrent pourtant secrets. Lorsque le Congrès des États-Unis prit connaissance des destructions causées, il vota l'arrêt total des raids. L'incident du Maïgaez de 1975 au Cambodge est considéré comme la dernière bataille de la guerre du Vietnam et opposa des combattants américains et Khmers rouges. Conséquences. Le 18 mai 1970, Lon Nol, alors Premier ministre, obtient le soutien forcé du Parlement pour destituer le prince Norodom Sihanouk, accusé de ne pas lutter contre le FNL vietnamien qui utilisait l'est du Cambodge comme un sanctuaire militaire. Limité dans le temps et l'espace, 30 km au-delà de la frontière khmero-vietnamienne, l'invasion du 30 juin 1970 déstabilisa complètement la situation militaire au Cambodge. Avertis, les forces communistes s'enfoncèrent plus profondément dans le territoire cambodgien, au-delà
au-delà des limites des 30 km pour éviter les plus gros de la frappe. Elles attendirent ensuite le 30 juin pour se redéployer, submergeant mécaniquement les forces de la République khmère, peu équipées, peu entraînées, mal gérées et mal organisées. Les intenses bombardements américains sur le Cambodge contribuèrent au recrutement des combattants khmers rouges parmi les paysans victimes de ces raids. Les Khmers rouges prirent la capitale du Cambodge le 17 avril 1975 et instaurèrent le régime du Kampuchea démocratique. Voilà. J'en ai terminé pour la partie 1 qui a déjà duré un sacré bon moment, 1h30. Excusez-moi, ce qui retombe tout le temps, c'est des petits projecteurs, des petites lumières d'autres téléphones portables que je ne sers plus pour qu'on me voie mieux. Et c'est ça qui glisse toujours sur ma coiffeuse où je filme, qui est en matière lisse, et ça glisse toujours et ça tombe. Donc excusez-moi pour ce petit désagrément. Donc j'en suis là à Retrait américain, qui sera la partie 2, qui vous sera lue demain. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà. Il y aura encore 18 pages. Mais bon, attention, hein, ce sont des pages où c'est souvent écrit assez gros, hein, donc demain ça durera sûrement aussi environ 1h30, peut-être un peu moins, voilà, parce que j'ai dû un peu me remettre dans le bain aussi de cette guerre. Bon, ben, bien sûr, je l'avais apprise à l'école, un peu comme tout le monde, mais il y a des mots qui m'échappent, puis comme les termes asiatiques, les noms, tout ça, ce n'est pas facile à les prononcer. Donc merci de votre compréhension, d'aller regarder sur internet ou de chercher vous-même ou d'essayer de comprendre. Je sentais juste le papier, il me semblait qu'il y avait une drôle d'odeur. Non, mais c'est rien, c'est les bougies parfumées qui tombent, qui retombent sur le papier. Voilà. Donc comme promis, je vous ai dit que je vous montrerai une photo encore ce soir. Donc je vous en ai déjà montré une, hein. Et demain vous en aurez aussi. Donc ce soir, je ne sais plus ce que je vous ai montré. Ah oui, je l'ai déjà passé. Donc maintenant, je vous montre encore une image de la partie 1. Regardez-moi ce que c'était l'horreur, cette guerre du Vietnam. Voilà, montré à la partie 1. Comme vous pouvez voir, hein, tout est détruit. Il y a des soldats, un hélicoptère. Voilà. Je vais juste mettre un vue comme quoi je l'ai montré. Voilà. Je vous avais montré laquelle avant. Ah oui, elle montre à la partie 1. Je vous la remontre encore une fois. Regardez comme c'est terrible, ce soldat qui console ce petit garçon, c'est très émouvant. Et ces soldats épuisés
et qui se protègent en même temps, hein, épuisés et qui se protègent en même temps. Oui, c'était vraiment terrible. Hein. Pour la partie 2, je vois encore d'autres photos demain, mais il y aura 2 photos sur les... Il y aura 2 photos par page. Donc voilà encore une photo de la partie 1 que je vous montre ce soir. Quand les soldats les soldats vietnamiens sont en pleine action de riposte, quoi. Voilà. Des vraies photos, hein, à la guerre. Terrible. Ben, comme toute guerre, hein, toutes les guerres ont été terribles. Voilà encore une photo. J'ai décidé dorénavant de vous montrer des photos à chaque sujet. Parfois, le sujet a été un peu plus long que prévu, mais n'empêche, si on veut bien articuler, pas lire trop vite, et puis que vous compreniez bien ce que je vous lis, je suis obligée, ma foi, mes amis, mes abonnés, de pas lire voilà, et je suis obligée de faire de la ponctuation. Enfin, je vous apprends rien, vous connaissez la chanson quand même. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc, comme d'habitude, soit je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit pour regarder une vidéo d'1h41, un peu plus, le temps de vous dire au revoir, entre midi et 1h, pendant la pause de midi du travail, ça m'étonne. Alors, soit une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée, ou une bonne nuit si vous avez regardé ça la nuit. Voilà, alors à demain, je me réjouis vraiment de vous retrouver affectueusement votre youtubeuse Sandrine. Ah oui, je dois juste vous dire, chaque fois je vous dis un nouveau sujet, vous en savez déjà, mais à chaque fois je vous donne un nouveau sujet la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, comme vous le savez, voilà, ça avait été décalé en l'occurrence à cause de les 6 fractures les plus courantes, et puis pour l'anniversaire de Jonathan Moranis. Alors, la semaine prochaine, ça sera le 27 avril, vidéo. Oui, ben ça sera avec les iPhones et smartphones, avantages et désavantages. Ça sera le 27 avril. Le 4 mai, ça sera sur comment fonctionne le cerveau, ainsi que d'autres petites subtilités. Surtout comment fonctionne le cerveau et bien sûr quelques explications sur le cerveau. Mais je pense que ça sera une vidéo de 40 minutes, pas plus, hein, bien sûr. Voilà. Et maintenant, le nouveau thème que vous ne savez pas encore, ça sera le 11 mai sur les policiers tireurs d'élite. Donc pas simplement les policiers tout court, mais les policiers tireurs d'élite, comment ils s'y prennent, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils vont en mission, où ils crèchent, bien sûr dans une brigade. Ça s'appelle pas une caserne comme les pompiers, mais une brigade. Voilà. Du coup, je vous en donne toujours 2. Je sais pas si je vous avais dit. Donc après, le 11 mai, ça sera sur les tireurs d'élite. Le 18 mai, ça sera sur les ondes néfastes des téléphones portables. Alors, bien sûr,
sûr, avec les progrès qui ont été effectués par la science. Voilà. Donc, vous savez les deux prochains sujets, les tireurs d'élite et les ondes néfastes du téléphone portable. Oh, quand je dis les ondes néfastes, quand on l'a vraiment tout le temps à l'oreille, dans les mails, les messages, c'est quand même beaucoup moins néfaste, mais c'est de l'avoir à l'oreille. C'est en tout cas tout ce que j'ai pu un petit peu étudier pour le moment. Voilà, alors sur ce, je vous laisse, les amis, les abonnés. Je crois que ça a été assez long jusque-là. Hein. Je pensais pas que pour une partie 1, ça durerait si long. Mais oui, ça a duré si long. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, malgré pas mal de termes compliqués, surtout les noms asiatiques, et puis les abréviations que je ne vous ai pas répétées 2 fois. Ça aurait pris beaucoup trop de temps. Imaginez que vous auriez répété à chaque fois toutes les abréviations. Ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc, quand je dis une DVDA, machin, un truc dans le genre, réécoutez depuis le début, notez-le peut-être depuis le début, et comme ça vous le saurez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, sur ce je vous laisse, les amis, les potos. Bisous, bisous, à demain, bonne soirée, enfin bonne journée, bon après-midi ou bonne nuit, bisous. Je vous aime. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment, mais vraiment très très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés parce que vous ne serez pas déçus. Comme vous voyez, la chaîne, elle s'améliore. Maintenant, je me montre des photos et ça sera toujours mieux. Ensuite, il y aura du streaming, de jeux vidéo. Ça ira toujours plus loin. Voilà, au revoir, je vous adore, allez, à plus, bisous, bisous, à demain, bisous, bisous.